Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Avoir une drag queen qui va porter la flamme et qui va peut-être se péter la gueule avec Wait and See, c'est une énorme fierté. Je pisse et je pète en montant chez Kate. En réalité, oh oui, gaz, à tous les étages. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Eh oui, nous sommes en guerre, hein. À signaux faibles, à signaux forts, conflit ouvert, conflit en gestation, faux conflit par procuration, hein. On est là à tous les étages et dans tous nos états, effectivement. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'abord de ce qui se passe au Proche-Orient, évidemment Israël, Gaza, mais les répercussions en Europe, en France, aux États-Unis. Et qu'est-ce que ça veut dire? De quoi ce conflit est-il le nom? Et comment à Sciences Po, dans les universités américaines, ici et là, un peu partout, un certain nombre de gens vivent ce conflit comme on ne l'a pas vécu depuis très longtemps, depuis le Vietnam peut-être, ou autre. En tout cas, on parle avec Mohamed Sifawi. Mohamed Sifawi qui est écrivain, qui a écrit plusieurs livres, qui connaît très 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 bien le conflit israélo-arabe, mais au-delà de là, le Moyen-Orient, et qui va sortir d'ailleurs à la rentrée un livre sur le Hamas aux éditions du Rocher. On en reparlera à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui se passe vraiment? Essayons de décrypter au-delà effectivement de telle ou telle manifestation. Parce que ce n'est pas nouveau tout cela, c'est un conflit effectivement qui a des décennies et plus. Et puis, nous allons parler de quelque chose de passionnant aussi avec Fabien Bouglet. Qu'est-ce qui fait que entre l'Amérique et la Russie, le business continue? Oui, comme dit Serge Gainsbourg, eau et gaz à tous les étages. Mais là, c'est pas eau et gaz, c'est pétrole et gaz. Mais comment? Il y a l'embargo sur la banque, il a saisi des avares russes un peu partout, des milliards, des dizaines, des centaines de milliards. Oui, mais vous allez voir, le business continue de manière tout à fait intéressante, comme quoi, hein. Au-delà, vous savez, il faut voir, et l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Et puis, voilà, une drag queen va participer au relais de la flamme olympique, c'est bien, ça fait partie de la diversité. Et au-delà des huées et des bravos, nous allons recevoir Christian Girondeau pour un rapport qui va faire beaucoup de bruit. Évidemment, Christian Girondeau, il faut le mettre en camp de rééducation, disent les uns, mais non, ce qu'il raconte sur, effectivement, le climat, le réchauffement climatique, il dit que oui, ce n'est pas du tout ce qu'on vous raconte. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout ce qu'on vous raconte. Et vous savez, il a pris les chiffres du GIEC. Il y a tous les chiffres et vous allez voir, ça va décoiffer très, très, très fort entre la réalité virtuelle qu'on essaye de nous vendre et la réalité qu'on essaye de nous cacher. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et nous voilà obligés de démentir le général de Gaulle. Ça ne nous arrive pas souvent, ça. Quand il écrivait « Vers l'Orient compliqué, je m'envolais avec des idées simples ». Eh ben, c'est compliqué aujourd'hui pour le Proche-Orient et pour les répercussions un peu partout en Europe et aux États-Unis d'avoir seulement des idées simples. Très difficile. On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Bob Dylan, Masters of War, les maîtres de la guerre, les seigneurs de la guerre. Effectivement, cette guerre qui, ça fait quoi, 100 ans, 50 ans, qui fait rage au Proche-Orient, comme elle fait rage un peu partout dans le monde, hein. Et nous pensions très tranquillement, on n'est pas exposé depuis 45, c'est fini, les guerres se passent loin, on est chez nous en Europe, tout va bien, en Amérique, tout va bien. Ben non. Et on le voit d'ailleurs avec ces manifestations pro-palestiniennes ou autres qui se passent à Columbia, qui se passent dans plusieurs universités américaines et qui tournent à la violence, vraiment, qu'on n'avait pas vu depuis la guerre du Vietnam pour les États-Unis, aussi fortement. Et
à Paris, pour ne parler que de la France, Sciences Po Lille, Sciences Po un peu ailleurs, etc. Et puis ça s'exacerbe. Alors voilà, les uns qui disent oui, il faut le grand Israël, les autres qui disent from the river to the sea, Palestine will be free, c'est-à-dire du Jourdain à la mer, la Palestine sera libre, etc., etc. Mohamed Sifawi, bonjour. Bonjour. Ce qui se passe de ce point de vue-là, et vous connaissez, vous, la région, pour l'avoir explorée, je rappelle que c'est important. Moi, j'aime bien les gens qui parlent de Moyen-Orient et qui se proclament spécialistes de Moyen-Orient sans connaître l'arabe, sans connaître la langue arabe, m'ont toujours un peu étonné. Ce n'est pas évidemment votre cas, et cela fait 20, 25 ans, et même beaucoup plus, que vous avez écrit là-dessus et que vous explorez. Mais ce qui se passe aujourd'hui, je voudrais venir, est-ce que c'est une importation, encore une fois, comme on en a connu ailleurs, de ce conflit Israël-Gaza, Israël-Palestine, etc., ou c'est autre chose ? D'abord, c'est pas nouveau. Ce qui est appelé communément le conflit israélo-arabe a toujours suscité à la fois des crispations, des passions, des polémiques, plus que d'autres conflits. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le caractère, je dirais, qui est en train d'avoir ce conflit de fragmentation des sociétés occidentales. On est en train de passer un cap, me semble-t-il, parce qu'aujourd'hui, ce conflit est instrumentalisé, et ce qui est importé, ce n'est pas tant le conflit lui-même, c'est toute la propagande de l'Iran, du Hamas, le narratif, du Hezbollah, tout le narratif islamiste est importé, et on a des milieux de gauche, au nom du wokisme, au nom de l'islamo-gauchisme, au nom d'agendas particuliers, souvent électoralistes, clientélistes, qui sont en train de reprendre au mot près le narratif d'une organisation terroriste. Et ça, c'est nouveau. Parce que la différence qui existait, d'ailleurs, aujourd'hui, je tiens à le souligner, il est faux de parler de conflit israélo-arabe, puisque plusieurs pays arabes sont en voie de normalisation avec Israël. Il est faux même de parler de conflit israélo-palestinien, puisque l'autorité palestinienne a clairement reconnu par la voix de Mahmoud Abbas, qui même lorsqu'il est sur un jeu assez ambigu, a tenu quand même à rappeler qu'Israël avait le droit de vivre en sécurité. Contrairement au Hamas et au djihad islamique, dont on parle peu, évidemment, et au Hezbollah, à leurs donneurs d'ordre iraniens et à leurs appendices, les appendices de l'Iran, le Hezbollah et toutes les milices qui sont actives du Yémen, etc. Au Yémen, en Syrie et en Irak, il y a une volonté manifeste de détruire Israël. Et ce qui est nouveau et ce qui est grave, c'est justement ce narratif de la destruction d'un État qui est aujourd'hui récupéré, au mot près d'ailleurs par les slogans que, parmi les slogans que vous avez cités, il y a justement celui qui revient de façon régulière, du Jourdain jusqu'à la mer, évidemment, cherchant à établir un État de Palestine dans ce qui est appelé la Palestine historique, c'est-à-dire la Palestine mandataire, avant la création de l'État d'Israël. Et là, c'est quelque chose qui est nouveau, qui est inadmissible, me semble-t-il, et c'est un sujet sur lequel, malheureusement, il n'y a pas d'unanimité, c'est ce qui me sidère dans la classe politique française. En Occident, oui. Alors Mohamed Sifawi, non mais c'est juste pour souligner ce que vous venez de dire. En fait, ce n'est pas nouveau. Effectivement, il y a toujours une fraction dans le monde arabe et ailleurs qui disent qu'Israël ne devrait pas exister. C'est chez les islamistes notamment. Pas une parcelle, une centimètre carré de terre arabe ou musulmane ou islamique ne devrait pas. Il n'y a aucune raison de l'existence d'Israël. Mais ce que vous dites aujourd'hui, c'est que ce narratif a débordé les frontières pour être appliqué dans une certaine population européenne. Oui, parce qu'il faut aussi le rappeler. Il est évidemment du droit de chacun d'être sensible, au plus sensible pour une cause que pour une autre. Absolument. Mais il y a une décence que je rappelle, une attitude de décence que je tiens à souligner. Le conflit auquel nous assistons, ce n'est pas un match de football, c'est une guerre. Et derrière une guerre, il y a des morts, il y a des drames. Et derrière ces drames, justement, ces drames humains, ce qui m'étonne, c'est que beaucoup, et je parle notamment des commentateurs, de certains universitaires, d'intellectuels, de responsables politiques, j'ai l'impression qu'ils commandent un match de football comme des hooligans, c'est-à-dire incapables de prendre de la hauteur et incapables surtout d'être honnêtes intellectuellement. Quand on reprend point par point, en vérité, aujourd'hui,
Ceux qui se lamentent pour le sort des Palestiniens n'ont absolument pas eu l'attitude qu'il fallait avoir pour condamner les attentats du 7 octobre. C'était des attentats criminels, terroristes, des véritables pogroms avec des massacres qui ont visé notamment des civils. Les gens qui ont cette posture sur les Palestiniens n'ont jamais la même posture ou le dixième de la même posture sur d'autres conflits. On a une situation très complexe, d'ailleurs quasi génocidaire au Congo. On a évidemment au Yémen pendant des années une situation extrêmement dramatique pour les populations. Massacré 300 000 personnes, etc. On a aujourd'hui au Liban une société qui souffre aussi des affres du Hezbollah et du diktat du Hezbollah. On a la population iranienne qui souffre de la dictature iranienne. Enfin, il y a quand même des sujets qui devraient normalement susciter notre compassion collective. Il se trouve qu'il y a un sujet qui aspire finalement unique. Seul sujet qui aspire toutes les compassions et toutes les passions. Et c'est de ce point de vue que ça devient à la fois douteux et que ça devient suspect. Je n'ai pas l'impression, en vérité, que tous ces gens qui sont en train de s'exciter aujourd'hui aient une quelconque, mais véritablement une quelconque empathie pour les Palestiniens. Vous savez pourquoi ? Parce que quelqu'un qui a une empathie pour une population qui souffre, et admettons qu'elle souffre, oui, elle souffre, oui. Admettons-le, c'est pas uniquement lorsqu'il y a des conflits, c'est toute l'année. C'est à longueur d'année. C'est constamment. Et c'est surtout de façon raisonnée. Qu'est-ce qui est aujourd'hui dans l'intérêt des Palestiniens ? Est-ce que c'est une guerre totale ? Est-ce que c'est le choix qui a été celui du Hamas et du djihad islamique, c'est-à-dire mener une guerre d'agression qui met en péril l'existence d'un État, l'amenant... Une guerre d'éradication, c'est ce qu'ils veulent. Finalement, à rentrer dans une riposte aussi excessive soit-elle, je la tiens pour justifier par justement la nature de l'enjeu qui est derrière. Il y a derrière la destruction d'un État, c'est ça l'enjeu. Et ce qui est rappelé, même si c'est un élément de langage qui est souvent rappelé par les milieux pro-israéliens, il est juste. Si le Hamas dépose les armes et rend les otages, la guerre s'arrête. Mais si Israël arrête les hostilités et arrête le bombardement des cibles du Hamas, la guerre continue. Et donc, si vous voulez, c'est de ce point de vue qu'il y a une maldonne, parce que tous ceux qui se disent aujourd'hui soutiens des Palestiniens, en vérité se font les soutiens du Hamas sans avoir lu véritablement les intentions du Hamas. Et dans chaque détail, dans chaque déclaration, je vois des inepties terribles, une méconnaissance, vous l'avez dit, effectivement, de la réalité du Moyen-Orient, de la réalité de la société palestinienne et de la réalité surtout, c'est ce qui est plus grave, de la mouvance islamiste et du Hamas, que certains d'ailleurs refusent, et notamment la France insoumise, de qualifier comme une organisation terroriste, alors que ce n'est rien d'autre qu'une organisation terroriste. Alors, Mohamed Sifawi, justement, revenons à ça. Pourquoi, alors c'est intéressant, pourquoi aujourd'hui, justement, c'est pratiquement, alors qu'il y a, encore une fois, ne parlons même pas de Russie-Ukraine, vous avez énuméré un certain nombre de conflits au Congo et ailleurs, de massacres, de violences terribles, pourquoi ça reste, en tout cas c'est en ce moment, l'unique objet du ressentiment d'un certain nombre de gens ? Pourquoi Palestine, voilà, bouge totalement tout l'horizon, en tout cas des manifestations, des récriminations, des narratifs, etc. Objectivement, je vois aujourd'hui 3 causes. D'abord, la première, c'est que les Israéliens, malheureusement pour eux, n'ont jamais accordé beaucoup d'importance à l'image qui était la leur depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'ils ont agi d'une façon où ils ne considéraient pas que la diabolisation qui est le fait de tous les régimes hostiles qui leur étaient hostiles et qui visaient leur destruction était importante. Or, c'est quelque chose d'important. La diabolisation morale d'une entité, d'une personne ou d'un État est un prélude à une volonté de destruction. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a en Occident une conjonction de 2 phénomènes. La montée de l'islam politique et la montée de cette idéologie woke qui, évidemment, se nourrit d'idées, d'ailleurs, extrêmement légères, pour considérer que la disqualification, la diabolisation, le discours victimaire
l'irrationnel et tout débat en démocratie doit tourner autour d'une disqualification. Je ne suis pas d'accord avec vous, je vous disqualifie, je vous diffame, je vous attaque, je vous traite de raciste, je vous traite de haineux, je vous traite de génocidaire, etc. Il faut que je vous envoie en camp de rééducation si vous n'êtes pas d'accord avec moi, parce que moi, c'est la vérité. Voilà. Et donc, si vous voulez, cette pensée wokiste est en train de gangréner malheureusement la pensée rationnelle, et la pensée des plus jeunes. Et c'est un vrai problème pour moi, c'est un vrai problème d'avenir. J'ai consacré un bouquin sur le sujet intitulé « Les fossoyeurs de la République ». C'était une enquête sur l'islamo-gauchisme, justement, parce qu'on est au cœur de ces alliances contre nature. Et on a un deuxième élément, c'est la montée de l'islamisme et donc de l'influence islamiste dans les sociétés occidentales. Aujourd'hui, on le voit, par exemple, ce qui se passe aux États-Unis et à Columbia notamment, et cela est documenté. Il y a évidemment les jeunes qui sont en première ligne, qu'on voit. Mais quand on creuse un petit peu, on observe que les relais iraniens, notamment à travers les membres du Hezbollah, sont omniprésents. D'ailleurs, on a vu des drapeaux du Hezbollah à Columbia, et que le Qatar est extrêmement présent depuis plusieurs années dans notamment Columbia, parce que c'est une université privée et donc qui reçoit énormément de fonds privés. Ils reçoivent des fonds, et des fonds des pays du Golfe et des fonds du Qatar. Donc nous avons pu constater, et je ne suis pas le seul, qu'il y a des relais de ces pays qui sont des alliés du Hamas pour amener la jeunesse à bouger. Alors vous pouvez me poser la question, pourquoi ? Parce que l'enjeu aujourd'hui premier du Qatar et de l'Iran, c'est de sauver le soldat Hamas. Le Hamas doit être sauvé parce qu'ils ont tellement investi sur cette organisation terroriste qu'elle ne veut pas disparaître. Et de l'autre côté, la politique qui est celle aujourd'hui du gouvernement israélien, après le 7 octobre, c'est de faire disparaître le Hamas. Alors la question est la suivante. Pour moi, il n'y a pas de question. Il n'est pas venu le moment de parler de deux peuples, deux États, parce que les conditions ne sont pas réunies pour créer aujourd'hui un État palestinien. Les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour parler de négociations, sinon la négociation pour libérer les otages, et pour arriver à créer des conditions de cessez-le-feu temporaires pour que les populations véritablement civiles puissent recevoir des aides. Oui. Mais au-delà de ça, la question à poser, c'est oui ou non, le Hamas, en tant qu'organisation terroriste, en tant que puissance militaire, doit continuer à agir, alors que nous savons tous que c'est une organisation qui est armée, financée, entraînée par l'Iran, pour justement mener une guerre par procuration, à viser là pour le coup génocidaire. Parce que il y a ceux qui parlent de génocide, mais qui en vérité ne le subissent pas, et il y a ceux qui ne parlent pas de génocide et qui risquent de le faire subir, absolument. Mohamed Sifahi, restez avec nous. Juste, on va terminer avec cela. Avant d'accueillir Fabien Bouglet, ce qui se passe entre l'Amérique et la Russie, après cette petite pause. Oui, puis vous aurez la parole évidemment, 0826 300 300 pour réagir et pour poser toutes vos questions. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Sciences Po, la Sorbonne, Columbia, UCLA à la Californie, et ce matin dans le centre-ville de Lille, des étudiants mènent une action, ce matin, en pleine nuit. Plusieurs jeunes ont tenté d'entrer dans l'école de sciences politiques, puis dans l'école de journalisme de Lille. Oui, comme par hasard, c'est toujours Sciences Po et le journalisme. Ils bloquent actuellement les deux écoles. Là, à l'heure où je vous parle, les forces de l'ordre sont sur place. Mohamed Sifahi, au fond, quand on regarde tout cela, vous l'avez bien défini, le wokisme, l'islamo-gauchisme, etc., unissent leurs forces, alors que, pour dire qu'il y a des contradictions là-dedans, et c'est le moins, et vraiment, c'est une litote. Au fond, aujourd'hui, donc, la situation, elle est complètement bloquée, et elle se développe, donc, un côté suprématiste blanche, donc, on mélange tout, Israël, la suprématie blanche, etc., on mélange tout, et c'est toujours pareil, on continue à se faire la guerre, alors là, c'est la guerre par procuration.
Oui, alors, encore une fois, ce qui est frappant chez les tenants de la pensée woke, comme on dit, c'est surtout la bêtise. Parce que c'est comme, on est dans des postures qui sont, je le dis très, très simplement, parce que ça peut être documenté, totalement racistes. Parce que d'une certaine façon, elles rompent avec l'égalité des droits entre les citoyens, et on va considérer qu'une personne de couleur, une personne d'origine étrangère, aurait plus de droits, ou serait plus à même de recevoir l'empathie générale que d'autres personnes. Et ça, d'abord, c'est pas ma conception en tant que personne, c'est pas, je pense, la conception de la plupart des citoyens qui sont attachés justement au principe de la République qui met la question de l'égalité entre les citoyens au centre de son projet de société. Et par conséquent, ce wokisme qui va considérer que les Palestiniens ne peuvent être autrement que dans un rôle ou dans un statut de victime, alimente consciemment tout le narratif islamiste qui justement repose sur deux pieds, un pied de discours victimaire et un autre pied de discours diabolisant, à la fois évidemment dans le cas du Hamas ou du djihad islamique Israël, mais au-delà d'Israël, tous les alliés d'Israël. Si, par exemple, les gens passaient un peu plus de temps à lire la littérature islamiste et la littérature du Hamas, ils s'apercevraient que, par exemple, la charte du Hamas de 1988 est très claire. Elle attaque tous les niveaux de la société. C'est une charte misogyne. Donc c'est pour ça qu'on les appelle aujourd'hui Chicken for KFC. Vous savez, les poulets qui sont pour cette fameuse marque de fast-food. Attendez, les poulets pour le fast-food, c'est les idiots utiles occidentaux. C'est surtout les gens qui, à partir de combats qui sont les leurs, normalement, ils devraient être les ennemis déclarés, assumés et je dirais fier de l'être du Hamas. Le Hamas est misogyne, c'est écrit dans ses textes et c'est exprimé dans ses déclarations. Ils ont clairement exprimé un rejet de l'égalité entre les femmes et les hommes, un rejet total évidemment du droit des homosexuels. Quand je vois que des organisations LGBT+, les soutiennent, c'est quand même extraordinaire. Il y a un rejet clair pour les francs-maçons, c'est écrit noir sur blanc sur la charte. Il y a un rejet clair pour tous les alliés d'Israël, donc le monde occidental. Et en finir avec Israël, bien sûr. Et en finir, évidemment, à un projet totalement antisémite à vocation génocidaire, parce qu'il est écrit clairement, ils reprennent une sorte de hadith bidon qui est repris systématiquement par la mouvance islamiste, c'est que la fin du monde n'interviendrait que lorsque tous les musulmans auraient massacré tous les juifs. Voilà. Très sympathique comme projet, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc ça, c'est inscrit quand même dans leur charte depuis maintenant 35 ans. Et contrairement à ce qu'on vous dit souvent, cette charte n'a jamais été abolie par un document qui a été effectivement publié en 2007, en 2017, pardon. Mais ce document de 2017 est un document d'orientation générale, de politique générale, qui n'est pas au même niveau qu'une charte. Une charte fondatrice, un côté fondateur. Une force juridique beaucoup plus forte. Et donc, malgré ça, vous avez des gens qui se disent soit féministes, soit défenseurs des droits LGBT, soit parfois, je dirais, défenseurs d'associations qui se disent progressistes et qui se retrouvent non pas à défendre les Palestiniens, parce que je rappelle que des Palestiniens ont été massacrés par le Hamas, mais à défendre le djihad islamique, tout un programme, et à défendre le Hamas. Cherchez l'erreur. Voilà, ce sont les poulets pour le Kentucky Fried Chicken. Merci Mohamed Sifaoui. Merci et puis on vous recevra au moment de la sortie de votre livre sur le Hamas. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. À tous les étages. Et évidemment, quand on est sur les réseaux sociaux, nous regardons les tweets de notre ami Fabien Bouglet. Je ne rappelle pas les éoliennes, l'énergie. Quand il nous a raconté, et je dois dire que ça a fait un sacré écho
sur les réseaux sociaux, quand vous êtes venu, Fabien Bouglet, dans notre émission, de dire qu'au fond, l'Allemagne, on vend l'électricité à l'Allemagne pour 0 €. Ça a frappé les gens, surtout qu'hier. On va en reparler après avec Christian Gérondeau. Nous avons reçu un chef d'entreprise dont les factures d'électricité sont passées en quelques mois de 4 000 à 15 000 € et qui pleurait parce qu'il va être en faillite. Mais là, alors autre chose, alors je vous lis, pendant que les USA envisagent des sanctions économiques contre l'industrie nucléaire française qui travaille avec la Russie, les USA ont le 29 avril, donc il y a quelques jours, levé provisoirement les sanctions avec les grandes banques russes dans le domaine de l'énergie. Voilà. Alors, et vous ajoutez, cette levée des sanctions américaines contre les banques russes dans le domaine énergétique est probablement un geste demandé par la Russie pour aboutir à un règlement négocié de la guerre en Ukraine. Ça, on va voir. Mais attendez, je comprends pas. Les États-Unis ont gelé les avoirs russes. Ils ont demandé à tous leurs alliés de geler les avoirs russes. Vous voulez dire que pendant la guerre, le business continue et plus que jamais ? Je dirais que, et bonjour André Berkoff. Bonjour. Je crois que ce document qui est ici, qui est un document du Trésor américain, qui est sorti lundi dernier, le 29 avril, est explosif. Alors racontez-nous, qu'est-ce qu'il y a dans ce document ? Ce document, c'est un document, donc vous avez une directive américaine qui établit les sanctions économiques contre la Russie et l'ensemble du tissu économique de la Russie. C'est le département du Trésor américain, je suppose, c'est ça. Et qui est le bureau des sanctions. C'est un bureau des sanctions. D'accord. C'est tellement explosif qu'on a vérifié avec votre équipe de journalistes la source et la racine et on a trouvé le site internet du bureau des sanctions. Et on a retrouvé le document sur ce site. Donc on a vraiment vérifié la source primaire. Et ce document est signé donc il y a 3 jours, signifie, c'est quand même assez dingue, que les États-Unis ont levé les sanctions à l'égard des principales banques russes, y compris la Banque de Russie, la Banque centrale, l'équivalent de la Banque de France, dans tout le secteur énergétique jusqu'au 1er novembre. C'est absolument historique. Et ça date de quand, ce document ? Enfin, il est 29 avril. Donc 29 avril jusqu'au 1er novembre, on lève les sanctions. Vis-à-vis des banques, et donc sur le domaine énergétique. Et dans le domaine énergétique, il y a la définition chapitre 11, c'est la production, le gaz, la liquéfaction, le nucléaire, l'uranium, etc., etc. Donc c'est tout le secteur énergétique pour lequel il peut y avoir des échanges bancaires entre la Russie et les États-Unis. C'est pendant que l'Europe s'affaiblit en Europe, en Ukraine, je rappelle quand même une chose importante, André, c'est que l'Ukraine a signé 9 réacteurs nucléaires avec les États-Unis. Alors moi je veux bien qu'on arme, pourquoi pas, c'est la décision du président de la République, c'est la décision du président. Mais on pourrait au moins bénéficier de 3 réacteurs. On est un des pays majeurs dans le monde. Nous finançons les réacteurs nucléaires de l'Ukraine, notamment. Voilà. Ukraine qui commande les 9 réacteurs, pas un pour la France. D'accord. Or, il faut quand même rappeler qu'il y a quelques jours, l'ambassade de France aux États-Unis, et c'est sorti dans les milieux autorisés, a émis une note d'alerte pour expliquer que les États-Unis, et en particulier le Congrès et les républicains de Donald Trump, sont en train d'envisager des lois extraterritoriales pour sanctionner la filière nucléaire française qui travaille avec la filière russe. Vous vous rappelez que Alstom, on avait vendu les turbines Arabelle et que le rachat des turbines Arabelle que General Electric devait vendre à EDF est bloqué depuis le mois de décembre. Tout à fait, par les Américains. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'un côté, les Américains envisagent des sanctions économiques très puissantes contre la filière nucléaire française. Et d'un autre côté... Et en même temps... est en train d'organiser des relations économiques en levant les sanctions des banques russes. Et encore une fois, c'est pas une information de la propagande du Kremlin, c'est une information provenant du département d'État américain et du département du Trésor. Je pose la question. En réalité, tout ça était limpide, c'est écrit dans mon livre Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial. Les États-Unis et la Russie, dans une guerre de l'énergie entre eux, cherchent à éliminer les concurrents, dont l'Europe, et la France, en particulier le nucléaire français, qui est le principal concurrent de Rosatom en Russie
et de Westinghouse aux États-Unis. Donc, si je vous comprends bien, si je vous écoute bien, Fabien Bouglet, c'est effectivement assez hallucinant. D'un côté, les États-Unis disent, on gèle, d'ailleurs, et les Européens, puis qui ont suivi, etc., on gèle tous les avoirs russes, hein, vous savez. Et d'ailleurs, la Russie a commencé à répliquer en disant, on va geler aussi les avoirs américains, telle ou telle banque, JP Morgan et autres. Mais en même temps, on continue les banques, on leur permet de commercer. On continue depuis 3 jours. Oui, jusqu'en c'est novembre. Ouais. C'est pour ça que je dis, mais c'est une supputation, c'est une hypothèse. Je me suis dit, donc pourquoi ils ont levé l'embargo en tout cas. Ils ont levé l'embargo sur l'énergie et la relation entre les banques. C'est ça. Des principales banques russes. Et vous dites pendant ce temps-là, on va continuer à faire que l'Europe continue à envoyer des milliards, continue à faire souffrir de l'embargo, enfin quelque part, sur le gaz, le pétrole, etc., et acheter très cher du gaz de schiste, etc. Du gaz de schiste américain, on achète du gaz de schiste américain. Les Américains viennent dans l'Europe de l'Est, dans le bloc, dans l'axe mer Baltique, mer du Nord, avec John Kerry qui est venu au mois de septembre dernier en Roumanie pour créer le projet Phoenix d'installation de réacteurs nucléaires de technologie américaine pour remplacer les centrales au charbon, alors que l'Europe, je vous le rappelle, c'est la communauté européenne de l'énergie atomique créée en 1957 pour l'industrie nucléaire et faire en sorte de rendre indépendant l'Europe dans le domaine nucléaire en particulier, justement pour ne pas dépendre des énergies fossiles. Et en fait, l'Europe affaiblie, puisqu'elle a besoin de 55% de ses importations, eh bien subit la tension entre la Russie et les États-Unis, qui se font la guerre par procuration, et l'Europe est le champ de bataille de cette guerre et subit de plein fouet. Je vous rappelle quand même, il y a quelque chose qui est quand même très grave, parce que c'est quand même l'alliance entre l'Allemagne et les États-Unis. Ah, bien sûr. Hein, je vous rappelle quand même. Faut pas l'oublier ça. Le fameux couple franco-allemand dont vous vantez. Je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que plus d'éoliennes en France et en Europe, c'est plus de gaz naturel liquéfié américain pour venir en backup de ces éoliennes, et plus d'éoliennes, c'est moins de nucléaire, et donc c'est moins d'indépendance énergétique de l'Europe. Mais Fabien Bouglet, juste pour terminer avec cela, qui est effectivement qui est tout à fait étonnant, c'est-à-dire qu'au fond, les États-Unis et la Russie jouent leur jeu, effectivement, le jeu des États-Unis, ça se comprend. La Russie joue effectivement son jeu de nation, de grande nation, les deux. Et puis nous, Europe, nous sommes les dindons de la farce. Nous sommes les dindons de la farce. On est écrasés, on est dans un étau, et chacun en profite pour grignoter. Exactement. Je voudrais rappeler une chose, et vous avez moi, je ne suis ni pro-russe, ni pro-américain. Je suis pro-France. Mais c'est important de le rappeler. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, se joue le destin de l'Europe. Aucun des partis politiques en présence dans les élections à l'Union européenne ne parle de cette question d'indépendance énergétique qui est juste clé, qui est la clé historique de l'Europe. Et pendant ce temps que nous nous affaiblissons militairement, économiquement, énergétiquement, je parle en Europe, eh bien, nous sommes en train de subir de plein fouet les assauts vassalisateurs des États-Unis et de la Russie pour vassaliser l'Europe. Et la France, aujourd'hui, Bruno Le Maire va inaugurer un appel d'offres d'éoliennes en mer. Alors qu'il y a une décision qui devrait faire l'objet d'un comité ministériel. Il devrait réunir le gouvernement en urgence pour traiter cette question-là. La question des banques américaines. Et nous subissons, je rappelle, les sous-marins nucléaires australiens. Un premier coup de couteau dans le dos des Américains. Les 9 réacteurs nucléaires, quand même un marché de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Nous n'en avons pas un seul. Et là, la levée des sanctions américaines est un signal extrêmement fort pour l'Union européenne. Je suis même étonné que André Berkoff, mais c'est toujours le cas sur Sud Radio où on sort les informations en primeur, je suis étonné qu'on ne parle pas plus de cette information, d'une incidence géopolitique majeure dans le cadre de l'Union européenne. Merci Fabien Bouglet, merci, toujours lanceur d'alerte et toujours révélateur de quelque chose qui ne va pas. Et puis, à très vite. C'est un plaisir, André. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On revient dans un instant pour les perles, les huées et les bravos d'André Berkoff. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Une dernière question, Fabien Bouglet, par rapport à ce que vous venez de dire, sans que je rappelle, la levée des sanctions il y a 3 jours, alors que l'embargo, la guerre entre Russie et Amérique, la guerre par procuration bien sûr, levée de l'embargo sur les banques, y compris les banques russes, pour tout le domaine de l'énergie. Et vous m'avez dit que donc ça s'est passé il y a 3 jours et ça va jusqu'en novembre. Début novembre. Début novembre. Et oui, exactement. Et le 5 novembre, c'est quoi, Fabien Bouglet ? Ce sont les élections américaines. Donc voilà. on a compris que tout se joue aujourd'hui jusqu'aux élections américaines et que d'ici là, les États-Unis entendent bien continuer à travailler avec la Russie et rétablir des relations diplomatiques avec la Russie. Voilà, CQFD, vous avez tout compris. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles. La mairie de Paris. La mairie de Paris a fait un travail formidable. On vous a écouté Drag Race. Eh bien, écoutez, la mairie de Paris, voilà, a fait un communiqué, une vidéo. Écoutez cette vidéo, parce que en juin, nous avons les Jeux Olympiques. Hein, c'est un scoop, hein, je donne une information exclusive. Et qui va s'occuper de porter en partie la flamme olympique jusqu'à son abri final ? Écoutez. Je sais que la visibilité, ça reste un des piliers d'acceptation de notre communauté LGBTQIA+. Donc avoir une drag queen qui va porter la flamme et qui va peut-être se péter la gueule avec, wait and see, c'est une énorme fierté. Le pied entière. Je m'appelle Mine Majesté, j'ai 33 ans, je suis drag queen à Paris depuis 8 ans maintenant et je suis relayeuse de la flamme olympique pour les JO de Paris 2024. Voilà. Mini Majesté, elle est drag queen, effectivement, et vous savez que le relais de la flamme olympique ouvre la voie aux célébrations des Jeux Olympiques de Paris, donc elle a été allumée le 16 avril dernier. La flamme va sillonner l'Hexagone à partir du 8 mai et traversera la capitale les 14 et 15 juillet, évidemment pour la fête nationale et avant l'ouverture des Jeux Olympiques. Et vous savez, les porteurs, ils se succèdent de tous âges, de tous genres, on le voit. Et je vais vous dire, moi je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Et pourquoi une drag queen, pourquoi Mini Majesté ne relayerait pas la flamme olympique ? Mais on aimerait que justement cette diversité peut-être se sente un peu plus dans la capitale. Je m'adresse à la mairie de Paris, je ne suis pas le seul. Ça, c'est très bien ce que vous avez fait, cette diversité. Mais dites-moi, pourquoi vous êtes pour le monolithisme effrayant des barrières, des plots, des voies absolument bouchées un peu partout. Je ne parlerai même pas de la saleté, je ne parlerai pas des rats, je ne parlerai pas de l'embellissement organisé de Paris, soi-disant dit pour les Jeux Olympiques, mais il y a des chantiers qui sont là sans personne depuis des années et personne ne bouge. Et quand on voit les gens sont en train avec une voie, ils sont en train d'essayer de se faufiler, c'est merveilleux pour la pollution, hein, parce que vous avez fait ça, l'enfer est pavé de bonnes intentions, faites ça pour la pollution. La pollution n'a jamais été aussi grande dans Paris, pourquoi ? Parce qu'il y a un saccage de Paris. Alors on aimerait, c'est très 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 bien, de faire de la diversité sur les porteurs et porteuses de la flamme olympique, c'est très bien de montrer que vous avez des bonnes intentions, mais peut-être que vous pourriez faire attention à une ville dont vous êtes chargé, qui est une ville plus que millénaire, dont vous êtes chargé de conserver et d'améliorer la beauté, la légende, etc. Et que franchement, aujourd'hui, quand on se balade et quand on essaie de se balader dans Paris, dans cette jungle parisienne, vraiment, vous pourriez mieux faire et vous occuper de cela autant que vous occupez de la flamme olympique. En tout cas, l'espérance fait vivre. Berkov dans tous ses états, on revient dans un instant après les infos de 13h pour les huées et les bravos d'André Berkov. Et puis vous, comme tous les jours, vous aurez la parole 0826 300 300 pour réagir, pour poser vos questions, pour témoigner dans Berkov dans tous ses états. Vous avez la parole 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et pendant, et c'est une bonne chose, que une drag queen se prépare à porter la flamme olympique dans Paris, eh bien, en Irak, ça ne se passe pas du tout de la même façon pour les LGBTQI+. On en parle. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, Mylène Farmer, sans hésitation, mais heureusement que Mylène Farmer ne vit pas à Bagdad, hein. Parce que je ne sais pas si cette chanson lui vaudrait beaucoup de succès. Il lui vaudrait plutôt quelques problèmes. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que le Parlement irakien a adopté samedi dernier un texte de loi criminalisant les relations homosexuelles et les transitions de genre. Oui, relations homosexuelles et transitions de genre. Avec des peines pouvant aller jusqu'à 15 ans d'emprisonnement. Attendez, il y a un progrès. Avant, la première mouture, ça prévoyait la peine de mort. La peine de mort pour les relations homosexuelles et les transitions de genre. Là, vous voyez, il y a du progrès. C'est jusqu'à 15 ans d'emprisonnement. Alors, Amnesty International a réagi, beaucoup d'associations ont réagi, etc. Voilà, mais voilà, c'est ce qui se passe en Irak. C'est-à-dire que donc, aujourd'hui, on avance dans la diversité. La loi, donc, les nouvelles dispositions, outre les peines de prison, la loi va interdire toute organisation faisant la promotion de l'homosexualité en Irak, avec une peine de prison de 7 ans pour la promotion des relations homosexuelles. Elle proscrit absolument le changement de sexe biologique sur la base de désir ou de penchant individuel et prévoit une peine d'1 à 3 ans d'emprisonnement pour toute personne ou médecin impliqué dans cette transition. Et une peine similaire est prévue pour tout homme dont le comportement est jugé efféminé. Alors ça, c'est intéressant. C'est quoi le comportement efféminé ? Je suis sûr que le Parlement irakien et la loi irakienne ont fait des détails extrêmement précis là-dessus. Voilà. Donc, il y a vraiment des problèmes. Il y a, vous savez, ils sont non seulement poursuivis, mais tabassés, mais violés, et en toute impunité. C'est ce que note Human Rights Watch dans un rapport en 2022. C'est-à-dire que pendant que on parle, vous voyez, du Moyen-Orient, des luttes, etc., du woke, de la cancel culture, il y a d'autres pays qui émettent ce genre de loi. Voilà, bon, ben, alors, et là, vous avez remarqué une chose, moi ça me frappe, pas de manifestation. Pas d'indignation aussi, quelques associations, effectivement, c'est quelque chose. Mais vous voyez effectivement des rassemblements, par exemple, devant l'ambassade d'Irak. Je n'appelle pas au rassemblement. Mais je suis très frappé des 10 poids, 10 mesures qui régissent les neurones d'un certain nombre de gens. Vous voyez, là, pas d'indignation, pas de problème. Ça s'appelle de l'indignation à géométrie variable. Et ça marche très fort dans notre cher et doux pays, notamment. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h06 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. André Berkov, vous recevez Christian Girondeau, auteur de ce livre Climat, tout ça pour rien, le climat par les chiffres, numéro 2, c'est aux éditions L'Artilleur. Bonjour Christian Girondeau. Bonjour. Alors Christian Girondeau, vous le voyez, là il est avec nous et nous sommes très heureux de le recevoir parce que là, au dehors du studio de Sud Radio, la police l'attend pour l'amener en camp de rééducation. Parce que quand on lit son livre et voit ce qu'il avance, on se dit c'est pas possible. Enfin, il est en train de fiche en l'air tout un discours sur le CO2, sur effectivement le réchauffement climatique. Et je rappelle que que sur France Inter, la directrice de France Inter, parlant au nom de Radio France, a dit attention, on admet tout le monde, toutes les opinions, il n'y a pas de blacklist chez nous, à une condition, vous n'évoquez pas le réchauffement climatique parce que nous, on est la science. Elle a dit on suit la science. Alors Christian Girondeau, vous faites un rapport et vous utilisez les chiffres du GIEC. Donc le GIEC, effectivement,
qu'est-ce qu'il y a de plus officiel? Ils sont par exemple l'ONU, etc., le GIEC. Et vous dites, et vous allez très loin, on va commencer par ça, parce que je voudrais qu'on parle un peu un peu chiffres, parce que c'est important, sur l'Union européenne en général et la France en particulier. Christian Gérondeau, vous écrivez dans votre livre qui vient de paraître, Climat, tout ça pour rien, chez l'Artilleur, vous dites, si on supprimait totalement, parce que c'est le but, supprimer totalement les émissions de CO2, les gaz à effet de serre, qu'est-ce que ça donne déjà sur la température ? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu par rapport aux chiffres globaux qui sont avancés, encore une fois, par les bureaux et les institutions les plus officielles, je le rappelle? Alors, je pars de l'hypothèse où on supprime les émissions de CO2 de l'Union européenne tout de suite. Tout de suite. Définitivement. Ouais. Et on s'aperçoit, en prenant les chiffres du GIEC, que à ce moment-là, la température de la Terre en l'an 2100, à la fin du siècle, serait affectée de moins d'0,1 degré. Autrement dit, tous les efforts que nous faisons, nous, Français, mais également les Allemands, les Italiens, enfin toute l'Union européenne, ne servent à rien. À condition, bien entendu, que l'on regarde un peu ce qui se passe ailleurs. Ouais. Parce que, finalement, tout repose sur un mensonge que je vais vous lire, qui est le mensonge qui est répété depuis 30 ans. Alors, je vous lis la phrase qui est extraite du dernier rapport du GIEC. La suppression totale des émissions anthropiques de CO2 est une nécessité pour stabiliser la hausse de la température terrestre. Que vous dit cette phrase ? Elle vous dit qu'il faut supprimer toutes les émissions. Oui, et ils disent, oui, ben, peut-être qu'il faut supprimer ces émissions, justement, pour ne pas qu'il y ait hausse de la température. Exactement. Oui. Mais simplement, cette phrase est un mensonge. Parce que qu'est-ce qui est écrit ? Il est écrit que la suppression totale des émissions est une nécessité. Qu'est-ce que tout le monde comprend ? Ben, si c'est une nécessité, c'est que c'est possible, puisque c'est le GIEC qui le dit. Or, ce n'est pas possible. C'est là où est tout le mensonge. Pourquoi est-ce que c'est pas possible, oui ? Eh bien, parce que c'est pas nous qui décidons. L'Union européenne, l'Europe, c'est 8% des émissions de la planète. 92%, ça dépend pas de nous. Ça dépend de qui avant tout ? Des pays en voie de développement. Et les pays en voie de développement, non seulement ils vont pas supprimer leurs émissions, ils vont les augmenter. Qui sont les plus importants émetteurs de CO2 dans le monde ? C'est très clair. C'est les pays les plus peuplés, c'est d'abord la Chine, 1,5 milliard d'habitants, qui est en train de se faire rattraper par l'Inde, également 1,5 milliard, même un peu plus, pour l'Inde, qu'a décidé le Premier ministre indien il y a 1 an d'ouvrir 108 nouvelles mines de charbon sur lesquelles il va mettre des centrales à charbon pour fabriquer l'électricité. Alors, est-ce qu'il est fou, ce Premier ministre, M. Narendra Modi ? Non, il n'est pas fou, il a raison. Parce qu'il sait très bien qu'en Inde, il y a 1 million d'enfants qui meurent chaque année parce qu'ils n'ont pas... Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. C'est les chiffres officiels des Nations Unies. Bien sûr. Parce qu'ils n'ont pas l'électricité, parce qu'ils n'ont pas de but à gaz, parce qu'ils sont dans l'extrême pauvreté. Et pour sortir de la pauvreté, il faut de l'électricité, il faut d'autres énergies. Et ces pays-là ont bien compris. Tenez un autre exemple qui est plus proche historiquement de nous, le Sénégal. Le Sénégal vient de découvrir des mines des puits de pétrole et de gaz. Offshore, oui. Mais ils vont commencer à les exploiter cette année, avant la fin de l'année. Est-ce qu'on va demander au Sénégal de ne pas exploiter son pétrole et son gaz alors qu'ils sont dans la grande pauvreté ? Qui oserait faire ça ? Eh bien, les Nations Unies osent. Le GIEC dit... la suppression totale des émissions est une nécessité pour stabiliser la température. Ça veut dire la suppression mondiale, mais qui va nous écouter totale. là-dessus ? Ils n'ont pas dit totale dans telle partie du monde. La suppression totale des émissions
Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul, Christian Girondeau, avec un avant-propos d'ailleurs d'Henri Proglio, l'ancien patron de EDF, qui effectivement félicite Girondeau de mettre les points sur les i et les mots MOTS sur les mots MAUX. Climat, tout ça pour rien aux éditions de l'Artilleur. Alors justement, le CO2, alors vous aviez un tableau à nous montrer, mais commentez-le, Christian Girondeau. C'est cette courbe qui explique pourquoi les pays pauvres continueront à utiliser les énergies fossiles. Vous voyez, c'est le nombre de morts par naissance qui est très élevé dans les pays pauvres, jusqu'à un enfant sur 7 qui meurt, par exemple en Afrique, et il n'y a plus de morts dans les pays riches qui utilisent beaucoup de CO2, parce que l'énergie, c'est quelque chose de salvateur. Et donc, bien entendu, les pays pauvres, on peut leur répéter à chaque réunion internationale, réduisez vos émissions de CO2, ils vous font des bras d'honneur. Alors, ils ne le disent pas comme ça, mais regardez, je parlais de l'Inde, qui va exploser comme émission de CO2, parce qu'ils ont du charbon partout. Et ils ne veulent pas que les enfants indiens meurent. Donc, ils vont leur donner l'électricité. C'est ce que dit le Premier ministre de l'Inde. Et c'est vrai pour tous les pays. Donc, on vit sur la fiction qu'on pourrait réduire les émissions de CO2. Les Nations Unies, le GIEC disent même que c'est une nécessité, ce qui est un mensonge, puisque c'est pas possible. Vous l'avez dit, Christian Girondeau. Parlons un peu de température. Parce que la température, alors c'est là où, aujourd'hui, par exemple, on vous dit, attention à la science, encore une fois, si vous osez dire, et vous osez, vous, et on vous dit, mais enfin, Girondeau, mais de quoi il parle, il dit n'importe quoi, la hausse de température, puisque le réchauffement climatique, avec l'émission des gaz à effet de serre et CO2, certains disaient, nous allons passer à 2 degrés de plus, nous allons passer à temps et à temps. Franchement, les chiffres que l'on connaît aujourd'hui officiels disent quoi sur la température ? Alors, ils disent, et d'ailleurs le GIEC le disait dans ses rapports autrefois, que la température de la Terre a toujours varié. Et si on se limite au dernier millénaire, on sait, les historiens, comme un historien comme Emmanuel Leroy-Ladurie, qui a regardé ce qui s'est passé au cours des siècles passés, on sait qu'il y a eu un optimum au temps des Romains. Ensuite, la température a baissé, ce qui a donné lieu aux grandes invasions. Un deuxième optimum au médiéval, vers l'an 1000, ce qui a permis d'ailleurs, parce que les récoltes étaient très abondantes, il faisait chaud, de construire les cathédrales. Sans ça, on n'aurait pas pu. Et puis, ensuite, une décroissance du temps de Louis XIV, pour simplifier les choses. Et du temps de Louis XIV, on appelait ça le petit âge glaciaire, parce que en 1693, pour être précis, il y a eu plus d'1 million de morts de faim et de froid en France. En France seulement. Et puis la température remonte maintenant. Et elle remonte, tant mieux. C'est quand même beaucoup plus agréable que du temps de Louis XIV, où la mer gelait. Donc, on a un cycle. Eh bien, on a de la chance. On est dans un optimum. La température remonte. Oui, mais attention, Christian Girondeau, ce qu'on dit, ce qu'on a entendu d'ailleurs depuis des décennies déjà, c'est qu'on remonte, mais à un moment donné, il y a deux choses. Je vous rappelle qu'on nous a dit même des années 90 ou 2000. Primo, la température peut arriver que ce ne sera plus supportable et nous aurons, rappelez-vous, des réfugiés ou des immigrés climatiques. On parlait déjà de vraiment de millions de personnes. Et puis rappelez-vous aussi, on disait la hausse du niveau de la mer. On va des villes côtières de partout vont être englouties. C'était le tsunami partout. Eh bien, si il a fait beau au point de vue température, des températures élevées aux alentours de l'an 1000, c'était pas dû aux voitures diesel. Ce sont des phénomènes naturels, des cycles. Je vous dis, il y en a eu un à l'époque romaine, il y a 2000 ans, il y en a eu un il y a 1000 ans. On a la chance, parce que c'est une chance, c'est infiniment plus agréable de vivre avec les températures qu'on connaît, d'être dans un nouvel optimum. Mais encore une fois, on va pas nous dire que c'est l'homme qui a modifié la température du temps des Romains. Arrêtons un peu. Alors, parlons de cette polémique. Il y a beaucoup de choses dans votre livre et je renvoie à votre livre, vraiment.
prenez le temps de le lire et de regarder les chiffres, que vous, après, vous serez d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, il y a une argumentation très, très précise, chiffrée, sourcée et forte. Et je voudrais parler, puisque ça, c'est une polémique aussi qui existe depuis des décennies, entre, effectivement, aujourd'hui, on parle des énergies renouvelables, tout le monde est pour les énergies renouvelables, en tout cas, beaucoup de monde, et vous allez jusqu'à écrire, Christian Girondeau, vous dites que nucléaire, l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables sont incompatibles, parce que beaucoup disent, oui, d'accord, il faut les deux, il faut le nucléaire, il faut le renouvelable, c'est d'ailleurs le discours officiel de nombre de gouvernements, vous dites non. Ah, absolument, mais on va prendre un exemple concret. Vous savez qu'il y a des éoliennes en France, il y a des jours où il y a du vent, il y a des jours où il n'y a pas de vent. Supposons que mardi, il n'y ait pas de vent. Est-ce qu'on va manquer de courant? Est-ce qu'on a déjà manqué de courant? Non, on ne manquera pas de courant parce qu'on a un parc nucléaire extraordinaire de 56 centrales. Vous savez, les Allemands ont fait un drame parce que la grande question, c'était de savoir s'ils allaient fermer leurs 3 dernières centrales. Ils ont fermé leurs 3 dernières centrales. Ils les ont fermées, mais on parlait de 3 centrales. Nous, on en a 56. Donc, les jours où il n'y a pas de vent, pas de problème. Le mardi, pas de problème. Le mercredi, le vent souffle. Là, les éoliennes produisent de l'électricité. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Puisque le mardi... Mais attendez, le mardi, on n'en a pas besoin. Ouais. Et on ne peut pas la stocker. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, il y a une première réponse. On peut en envoyer à l'étranger. Ouais. Alors, on envoie à l'étranger. Je dis on envoie, on brade. Parce qu'évidemment, les pays étrangers ne vont pas du tout nous l'acheter au prix où on l'a payé aux fabricants. Ils vont payer... On la donne aux Allemands, ou presque. On la donne ou presque. Ouais. Mais il y a pire. Il y a des jours où les Allemands n'en ont pas besoin. Eux aussi, ils ont des éoliennes, ils n'ont pas besoin, puis les autres non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire de l'électricité produite par les éoliennes, puisque nous, on ne peut pas l'utiliser, et les autres n'en veulent pas? Alors, j'ai encore trouvé personne qui réponde à la question. Malheureusement, il y a une réponse. Vous savez ce qu'on fait? Oui. On freine nos centrales nucléaires pour laisser la place à l'électricité fabriquée par les éoliennes. Vous êtes sûr de cela? On freine nos centrales nucléaires. Dans mon précédent livre, qui s'appelle Climat par les chiffres, je fournis les graphiques officiels. Il y a des moments où on est obligé de freiner nos centrales nucléaires. Et comme on est en train, le programme officiel, qui est qu'on va doubler le nombre d'éoliennes pour faire face à des besoins qui n'existent pas, parce qu'il y a autre chose. Autre chose, c'est que la consommation d'électricité en France et en Europe, elle diminue chaque année. C'est ce que vous dites dans votre livre. C'est sidérant. On nous explique partout qu'elle va augmenter. Mais attendez, on a des ampoules LED. La SNCF va mettre en service des nouvelles rames de TGV. J'ai vu ça dans les journaux. Je pense que chacun peut le voir. Accessoirement, on dit qu'elles vont consommer 32% d'électricité de moins que les rames précédentes. Et c'est partout pareil, on fait des progrès. Donc la consommation d'électricité en France et en Europe, c'est pareil, elle diminue. Et pour faire face à une consommation qui diminue, alors que nous sommes déjà le premier exportateur mondial d'électricité, on va construire des éoliennes et même des centrales atomiques nouvelles dont on n'a pas besoin. Donc c'est absolument sidérant. On est à un état zéro de l'observation. Alors justement, on va en parler après une petite pause, parce que là, on peut se demander, Christian Girondeau, qu'est-ce qui se passe dans la tête des princes qui nous gouvernent et qui nous ont gouvernés? Encore une fois, ça n'a rien à voir avec la droite et la gauche. Ça fait 40 ans que ce problème est posé, 30 ans que ce problème est posé, et apparemment, vous donnez dans votre livre quelques déclarations, y compris de grands patrons, qui vraiment sont intéressantes de ce point de vue-là. Ah, on se retrouve tout de suite après, et puis vous, on vous attend, évidemment. Au 0826 300 300, vous aurez la parole pour discuter, poser vos questions avec Christian Girondeau et André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Voilà, Christian Girondeau, mécréant du réchauffement climatique, il faut le dire. Climat, tout ça pour rien. Le rapport Girondeau aux éditions de l'Artieur. Mais entrons, nous avons vu un peu, et vous battez en brèche un certain nombre de certitudes là-dessus.
comme chaque tonne de CO2 ajoute au réchauffement climatique, et surtout, chaque geste compte, on le dit tout le temps, de bientôt soir, parce que c'est pas seulement au niveau des grands, voilà, il faut faire attention, tout ce que vous faites, et c'est important pour la planète, c'est pour la planète, certes. Et d'ailleurs, il y a sûrement des choses qui doivent être faites pour la planète, mais quand je vois que, alors, qu'est-ce qui joue? C'est-à-dire, est-ce que c'est, comme on nous a dit, pour d'autres domaines, que ce soit du Covid ou autre, attention, si vous n'êtes pas ça, la planète va mourir? Est-ce que c'est le gouvernement, le management par la peur? Parce que même des gens, vous citez Patrick Pouyanné, le PDG de Total, qui s'appelle d'ailleurs Total Énergie, alors que ça s'appelait Total. C'est pas un hasard. C'est-à-dire que Total s'est diversifié et ajouté énergie. Et qu'est-ce que tout le monde comprend? C'est que le pétrole, c'est mal. Pourquoi est-ce qu'ils ont été besoin de parler des autres énergies? Donc, c'est extraordinaire. Le simple fait de changer de nom explique que son activité principale est mauvaise. Alors que c'est pas du tout le cas. Et Carlos Tavares, Stellantis, bien sûr, il dit aussi, oui, évidemment, il est un peu embêté sur voiture électrique et voiture diesel, on en reparlera, bien sûr, vous êtes un grand spécialiste, ça, Christian Gérondeau, et il dit, oui, voiture diesel qui doit s'arrêter en 2035, c'est fini, tout ça, mais je suis obligé de faire attention à la planète et à ce qu'on me dit sur, effectivement, les émissions de gaz à effet de serre. Et vous avez remis cette phrase extraordinaire de Patrick Pouyanné, donc le patron de Total. Il dit, moi, je n'ai personne de conseil, d'experts climatiques dans ma société. C'est possible, ça? Ils sont combien chez Total? Ils sont 110 000. Et il n'y a pas un... Il n'y a pas un ingénieur de chez Total ou de chez PSA ou chez Stellantis qui a été chargé d'ouvrir le dossier du climat. Je l'ai vérifié, j'ai pas besoin de le vérifier, ils le disent. Monsieur Pouyanné dit, moi je n'ai pas d'expert du climat. Il a 110 000 collaborateurs dont aucun n'a été chargé d'ouvrir le dossier. C'est la force, si vous voulez, de cet aveuglement collectif mondial qui règne, qui arrive à ce qu'on n'ouvre même pas le dossier. Mais vous savez, c'est propre des sophismes. Oui, mais le propre des sophismes, à un moment donné, attendez, ça fait 30 ans que ça dure. Eh bien, si vous avez raison, on ne comprend pas, j'avoue, je ne continue à ne pas comprendre. Je veux bien aveuglement collectif. Vous allez me dire qu'il y a eu d'autres aveuglements collectifs, mais à ce point et aussi répandu, c'est quand même... Je pense que c'est le record. Bien sûr, il y a eu du temps de Galilée, des gens qui vous affirmaient que le Soleil tournait autour de la Terre. Mais là, c'est bien pire, parce que c'est toute l'économie européenne, des pays développés, et même mondiale, qui est affectée par cette idée que on n'y peut rien. Alors pourquoi? C'est très amusant, vous avez cité M. Pouyanné et M. Carlos Tavares, ils disent la même chose. Ils disent, je fais confiance aux scientifiques. C'est-à-dire que je considère que c'est pas mon domaine. Et les chefs de gouvernement... Mais ils ne savent pas que, excusez-moi, dans le monde scientifique lui-même, il y a énormément de climatologues qui ne sont pas d'accord avec la doxa. Eh bien, ils se disent, les vrais climatologues, ceux qui travaillent pour les Nations Unies, pour le GIEC, je leur fais confiance. Les autres, d'ailleurs, c'est répété tout le temps, les autres, dont on peut considérer que je fasse partie, ne sont pas des gens sérieux. Donc, on a vraiment quelque chose, une tromperie à échelle planétaire. Écoutez, il y a encore eu, la semaine dernière, une réunion, ou je crois même que c'est cette semaine, des représentants du G7, les 7 pays les plus puissants du monde occidental. Oui. Ils n'ont pas mis un instant en doute le fait qu'il fallait que... alors, ce qu'ils ont pris comme décision, on fera plus d'électricité avec du charbon. Alors, ça veut dire qu'ils vont le faire avec du gaz naturel. Vous pensez que ça va faire une grande différence? Ça ne fera aucune différence, c'est même pas 1% des émissions mondiales qui seront concernées. Eh ben, ils y croient. Donc c'est quelque chose... dont je suis conscient que c'est pas crédible ce que je dis, parce que moi-même de temps en temps je me pince, je me dis mais c'est pas possible. Tous ces gens qui ont des milliers de collaborateurs n'ouvrent pas le dossier, parce que ceux qui ouvrent le dossier sont des malpensants et font donc confiance à la doxa qui veut que ce soit l'homme qui soit responsable. Et vous savez, au début, c'est ça. Les premières réunions, c'était simplement pour montrer que l'homme était coupable. Et c'est pour ça que ça marche. Alors, nous y arrivons. Justement, je voulais vous dire un mot là-dessus. Nous avons déjà beaucoup d'éditeurs qui nous appellent au 0826 300 300.
voilà, on arrive à la culpabilité. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté repentance, ce côté culpabilité? Vous savez, je pensais au maréchal Pétain, je hais les mensonges qui nous en fait tant de mal. Frappez-vous. Alors, bon, je ne veux pas dire ça. Je ne fais pas de comparaison, pas de comparaison historique, mais quand même, ce côté, attendez, vous avez péché par négligence, eh bien, repentez-vous. Mais c'est évident. C'est évident. Et pourquoi est-ce que cette doctrine ou cette doxa, qui ne correspond pas à la réalité, qui voudrait que l'homme soit responsable du climat, a autant de succès dans l'Occident? C'est que c'est la tradition judéo-chrétienne. Il n'y a aucune différence. Avant, c'était le paradis, dans la religion chrétienne, puis l'homme est arrivé, il a péché. Voilà. Il faut qu'il se repente. Il a avalé la pomme. Puis Ève a contribué. Ensuite, il faut qu'il se repente, sinon il va en enfer, il va brûler. Prenez le climat. Avant l'arrivée de l'homme, le climat était parfait, la planète était en très bonne santé. L'homme est arrivé et avec ses émissions, il détraque tout. Il faut donc qu'il se repente, sinon la Terre va brûler. Mais c'est un décalque de la religion judéo-chrétienne. Et c'est pour ça que ça marche. Il y a cette espèce de sentiment que l'homme est coupable. Et alors qu'en réalité, forcément coupable, comme disait Marguerite Duras. Alors que je répète, parce qu'il faut quand même le répéter, qu'il y a eu des optimums climatiques analogues aux nôtres, du temps des Romains, au milieu du Moyen-Âge, et que c'était pas les voitures diesel qui étaient responsables. Et de ce point de vue-là, alors justement, parlons un peu avant de prendre des auditeurs, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut faire que, parce que aujourd'hui c'est effectivement, on le voit tous les jours, c'est indiscutable, vous en discutez, mais alors du point de vue transition énergétique, juste un mot. Quand on nous parle de si vous ne mettez pas vos appartements aux normes qu'il faut avoir pour lutter contre les changements climatiques, si vous ne prenez pas ce qu'il faut, et on a vu ce qui se passe à l'électricité hier, Christian Géraudot, nous avions sur cette antenne un patron d'entreprise qui allait mettre la clé sous la porte et qui était en larmes parce que en un an, sa facture d'électricité a passé de 4 000 euros à 15 000 euros, alors que, comme vous dites, la France est exportateur d'électricité. Quand on voit effectivement tous les interdits, votre voiture ne rentrera pas, les SUV et tout ça, votre voiture, attention, fini, le thermique, etc. C'est quoi? C'est vraiment la punition généralisée? C'est quoi? Parce qu'il y a le chômage qui amène. Hein, oui. C'est le résultat de la prise de pouvoir par des gens qui, intrinsèquement, ont une vision négative de l'homme et qui sont maintenant aux commandes. Ils sont aux commandes aux Nations Unies. Les Nations Unies, vous regardez les directeurs des grands services. Ils viennent de Greenpeace, ils viennent de l'Union pour la conservation de la nature. Ce sont des écolos convaincus qui ont pris le pouvoir. Et quand vous avez le pouvoir, c'est facile de répandre ensuite vos convictions. Et donc, on a cette situation incroyable où le monde a perdu la raison. Prenons, vous évoquez l'électricité en France. On s'équipe actuellement, alors qu'on exporte de l'électricité, que notre consommation diminue, on s'équipe de panneaux solaires, de panneaux photovoltaïques, dont on n'a aucun besoin. Et quel va être le résultat? Je le cite dans mon livre, inéluctable. On va doubler le prix de l'électricité, parce qu'il faudra bien que quelqu'un paye ça. Et donc le prix de l'électricité va doubler. Et si on arrêtait, vous m'entendez bien, si on arrêtait ces investissements qui riment à rien, des énergies renouvelables, dites les énergies renouvelables. Ouais. Et je dirais même le nucléaire supplémentaire, puisqu'on en a déjà suffisamment. Si on arrêtait tous ces investissements, le prix de l'électricité pourrait être divisé par 2. Retrouver le niveau qu'il avait il y a 20 ans, avant qu'on commence ces folies. Donc on a le choix, c'est clair, c'est expliqué dans ce livre. Si on continue, on va doubler le prix de l'électricité. Si on arrête toutes ces aberrations, on le divisera par 2. Le choix, il est clair. Et malheureusement, on entend tous les jours qu'on va faire plus. J'ai entendu encore ce matin, je crois, une réunion avec monsieur Le Maire, dont on parlait à la radio, et où il était dit qu'on allait accélérer... Il est allé voir l'exploitation des éoliennes. Les éoliennes en mer, qui coûtent 3 fois plus cher que les éoliennes en terre, et dont on n'a aucun besoin, puisqu'on ne peut pas utiliser l'électricité qu'elles produisent
quand elles en produisent, on va jusqu'à freiner nos réacteurs nucléaires. On est dans un monde d'ubu. Alors, on va faire un tour du côté de l'Hérault, puisque Cédric nous appelle depuis Béziers. Bonjour Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Anna Berkoff, bonjour Christian Giraudot. Je suis très content de vous avoir au téléphone parce qu'en fait, il y a des choses qui sont quand même importantes, puisqu'on sait pertinemment que grâce à ce système de changement climatique, c'est ce que je disais à Manu hors antenne tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a qu'une centaine de personnes sur la planète en fait, qui se bonifient les mains et qui se frottent les mains en se disant on va faire beaucoup d'argent, et alors qu'on sait pertinemment qu'en fait le changement climatique, en fait, c'est un cycle qui arrive tous les 1000 ans ou tous les 2000 ans, comme vous expliquez. Et ma question est pourquoi dans ces cas-là, en fait, le peuple ne se retourne pas contre ces multinationales qui font de l'argent justement là-dessus. On entend Greta Thunberg et tout ça, mais en attendant, ça l'empêche pas de prendre l'avion de temps à autre. Et quelque part, en fait, on sait pertinemment que ce n'est qu'une question d'argent. Pourquoi on ne se retourne pas contre ces personnes-là? Très bien, merci Cédric. Oui. Non, justement, je voudrais que notre ami Christian Giraudot réponde. Alors, pourquoi le peuple ne se retourne pas? Pourquoi, comme dit Cédric, il n'y a pas de réaction? Et c'est vrai qu'il n'y a pas de réaction. Cédric vient de dire, ce n'est qu'une question d'argent. Pas du tout. Bien entendu, il y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent avec ça. Ouais. Mais c'est pas ça au départ. Au départ, ce sont des gens convaincus, je le répète, de la malfaisance de l'homme, qui en ont déduit que l'homme émettant du CO2, ce qui est vrai avec nos énergies fossiles, ça ne pouvait être que mauvais. Il n'y a rien d'autre. Oui, il n'y a rien d'autre. Attendez, Christian, moi je voudrais juste reprendre ce qu'a dit Cédric. Ne me dites pas qu'il n'y a pas des lobbies des énergies renouvelables qui ont quand même un pouvoir et qui ont un pouvoir de d'action, non? C'est bien pire que ça. Ces lobbies existent, mais ils sont arrivés après. Au départ, c'est le congrès de Rio qui a 31 ans aujourd'hui. 1992. Alors 1993 peut-être même, enfin peu importe. Il congrès de Rio, qui est le responsable, qui représentait les Nations Unies, a dit l'homme, grosso modo, il a dit à peu près l'homme est coupable, il fait du CO2, donc le CO2 est dangereux. Il n'y a rien d'autre. Il y a cette satisfaction d'une minorité de nos compatriotes, et puis on en connaît, qui sont persuadés que l'homme ne peut pas faire quelque chose de bien, et qui a trouvé là un terrain extraordinaire d'application, puisqu'on produit plus de CO2, le CO2 est forcément mauvais. Ce qui est complètement faux. Il faut savoir que les cultivateurs qui ont des serres injectent du CO2 pour accélérer la croissance des fruits, des fleurs. Et quand on offre des fleurs à quelqu'un, eh bien, il y a une forte chance que ces fleurs aient été cultivées dans une serre où on a injecté du CO2, parce que le CO2 du temps des dinosaures, il y en avait 5 à 10 fois plus qu'aujourd'hui. Le CO2 n'est absolument pas dangereux. Alors, à propos des agriculteurs, juste un mot, on voit ce qu'a promis Gabriel Attal, le Premier ministre, aux agriculteurs, et ce qu'il annonce pour la transition écologique dans l'année. 400 millions pour les agriculteurs, 40 milliards pour la transition écologique. C'est intéressant, ça. C'est hallucinant. Nous dépensons 40 milliards d'euros par an qui ne servent rigoureusement à rien, puisque, je répète, la France c'est 1% des émissions mondiales, et qu'avec 1%, c'est une petite cuillère, on ne peut pas vider un océan. Donc ces 40 milliards sont gâchés purement et simplement. Alors avec ça, on isole les logements, on subventionne les voitures électriques, enfin bon, on fait tout, on crée des éoliennes. Tout ça ne rime à rien. Et le drame, alors tout le monde parle actuellement, et vous faites bien d'évoquer la question, tout le monde parle du déficit national. Et on cherche 10 milliards d'économies. Mais là, il y en a 40 qui servent à rien. Mais le jour où on aura compris que ces 40 milliards consacrés aux énergies renouvelables et puis à toutes les solutions ne servent à rien, on les trouvera, les 10 milliards. Je croyais, on en trouverait même 40. Et donc, ça, c'est quand même une note optimiste. On va marquer une dernière petite pause dans Berkoff dans tous ces temps. On revient dans un instant. 0826 300 300 pour réagir. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h49 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec Christian Gérondeau et puis Pascal qui nous appelle depuis Lyon. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Gérondeau, bonjour André. Bonjour. Je vais vous dire que moi j'aime la blanquette de veau, mais ça c'est un détail. Vous avez raison. Je souscris totalement à ce que dit Monsieur Gérondeau et en particulier à ce qu'il vient de dire en dernier. Je crois que l'escroquerie absolue, l'escroquerie somptueuse, c'est lorsqu'on nous dit à des hommes qu'on culpabilise qu'il faut sauver la planète, mais elle s'en fout complètement de l'espèce humaine, la planète. Ils devraient avoir le courage de dire que c'est l'espèce humaine et la vie qu'il faut sauver. Ouais. La Terre a survécu aux dinosaures, elle a survécu, etc., etc. Alors, j'avais surtout, initialement, une suggestion qui est peut-être totalement saugrenue. Les tissus éoliennes, dont vous nous avez expliqué à quel point elles sont utiles. Moi, je me dis, est-ce qu'on pourrait pas consacrer l'énergie de ces éoliennes et des panneaux solaires existants à fabriquer de l'hydrogène, puisque ça coûte si cher et que ce serait peut-être bien qu'il y ait des piles à combustible dans les automobiles et dans les transports en commun. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est peut-être saugrenu. Voilà. Merci Pascal. Alors, les éoliennes existantes servant à fabriquer de l'hydrogène. Techniquement, c'est possible. On sait fabriquer, à partir de l'électricité des éoliennes, de l'hydrogène. Économiquement, c'est une catastrophe, parce que c'est horriblement compliqué. Il y a, en région Île-de-France, 4 stations-service de recharge à hydrogène. Ça existe déjà. La dernière, on vient de la construire à la porte de Saint-Cloud. Vous savez combien a coûté ? Tout près d'ici. Tout près d'ici. On peut la voir d'ailleurs, André, vous pourrez la voir. Eh bien, la station qui vient d'être construite a coûté 15 millions d'euros. Pour une station. Quand vous savez qu'il y a des milliers de stations-service en France, vous arrêtez tout de suite le calcul. C'est une solution techniquement possible. Économiquement, c'est un désastre. Merci beaucoup, Pascal. Nous avons Julien qui nous appelle depuis Marseille. Bonjour, Julien. Bonjour Julien. Bonjour André, bonjour à votre invité. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il dit. Et ce qui est stupéfiant, c'est que le CRS avait fait une étude, je crois, en 2019, c'est l'étude EPICA, qui montrait sur 800 000 ans de carottes de glace les évolutions du climat, qui sont toujours les mêmes. Il y a 1.0 où on estime que c'est 1.0, mais on monte souvent à plus 4, plus 5. Pourtant, c'est le CNR ce qu'il a fait. Et on n'éduque pas assez les gens à la vérité. On leur bourre le crâne avec des sottises, comme dit votre invité. L'humain aurait déréglé la planète. Vous imaginez, si une fourmi, elle déréglait une maison, quoi. C'est pareil. Et je pense qu'on nous tient dans l'ignorance. Ouais. Et si on commence à parler de ça, c'est-à-dire à dire des choses scientifiques, on vous traite de climato-sceptique. Et là, c'est comme si on vous disait, vous êtes d'extrême droite. Ouais. Et en fait, on vous met de côté. Bah oui, c'est le saut de l'infamie. Exactement. Oui, très bien. Non, mais c'est vrai qu'on a vu ça. Oui. Merci beaucoup, Julien. On a Philippe qui nous appelle depuis Caen. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour André, bonjour Monsieur Gérondeau. Alors, Monsieur Gérondeau, ça me fait plaisir de vous parler. C'est mon enfance avec la sécurité routière. Alors, je vais rebondir. Ça nous ramène en arrière. Pour les voitures diesel actuellement, je rappelle que les constructeurs automobiles ont développé des sondes, des pots catalytiques et les voitures polluent moins que des essences, tout simplement. Et je reviens sur les puits de carbone. Naturellement, l'Amazonie en est un, naturellement. Moi, j'ai travaillé dans le domaine de la pisciculture, mais vous l'avez évoqué avec les serres, il y a le phénomène physique de l'inversion nocturne, d'accord ? Vous connaissez bien, hein, c'est-à-dire que les plantes se mettent à produire du CO2 et dans la journée, de l'oxygène. Ouais. Alors, après, pour finir sur la politique, je pense que les gens confondent le climat et puis, je dirais, les voies politiques et dans certains gouvernements et ailleurs. Que pensez-vous quand même actuellement du fait qu'il n'y ait pas au gouvernement de gens qui soient mandatés pour s'occuper du climat ou en tout cas des conséquences? Ben si, je crois, il n'y a pas au gouvernement... il n'y a que ça. Il demandait est-ce qu'il y a des gens au gouvernement pour s'occuper effectivement du climat spécifique? Il n'y a pas un ministère il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui s'occupent du climat. La transition énergétique, la transition écologique, la transition énergétique. J'ai toujours pas vu la différence. Donc il y a et puis
des centaines et des milliers de fonctionnaires qui travaillent sur le dossier. Et bien entendu, dans ces milliers de fonctionnaires, il y en a qui partagent les idées que nous venons d'évoquer, mais ils n'ont pas voix au chapitre. Et s'ils veulent faire carrière, il ne faudra pas qu'ils parlent trop haut. Donc on a une mainmise, une espèce de, comment dirais-je, d'absence de raisonnement, parce que tout le monde répète la même chose. Et vous savez, alors pour terminer, si on doit terminer sur une note d'optimisme, c'est vraiment l'histoire du conte d'Andersen, le roi est nu. Le roi est nu. C'est-à-dire qu'un jour, quand même, quand, je ne sais pas, il y aura un responsable qui dira, écoutez, non, on dépense 40 milliards d'euros pour rien, arrêtons, la France n'a pas besoin de ça, et puis si c'est pas en France, ce sera ailleurs. Mais aujourd'hui, il faut bien constater qu'on a un phénomène moyenâgeux, on est revenu au Moyen-Âge, tout le monde répète la même chose, personne vérifie. Et une question quand même là-dessus, Christian Girondeau. Il reste qu'il y a beaucoup de pollution à combattre, par exemple les plastiques qu'on jette dans la mer, tout ça. Il faut rappeler ça, parce que on peut pas dire oui, l'homme ok n'y est pour rien, il n'y a pas de problème, l'homme tout va bien, etc. non plus. Il faut pas tomber d'un extrémisme à l'autre. Bien entendu, personne n'est pour qu'on répande des plastiques dans les rivières. Mais par contre, il y a autre chose, quand on parle de pollution, tout le monde pense... Et puis les bouts rouges de Céveso, etc., etc. Mais tous ces phénomènes-là. Mais bien entendu. Mais écoutez, nos mers, les océans, sont beaucoup plus propres aujourd'hui qu'ils étaient il y a 40 ans. Il y a 40 ans, certains s'en souviennent, il y avait des drapeaux. Le drapeau jaune, le drapeau rouge, parce qu'il y a des jours où on n'avait pas le droit d'aller se baigner, tellement c'était pollué. C'est fini. Les drapeaux ont disparu. Les eaux usées de Marseille, Toulon, Le Havre, enfin n'importe quelle ville, étaient jetées directement dans la mer, sans aucun traitement. Maintenant, vous avez partout des stations, et vous pouvez boire l'eau qui sort de ces stations une fois qu'elle a été épurée. Donc évidemment, la mer est propre. Et l'air, c'est extraordinaire. On a des sondages qui nous montrent que 95% des Français sont persuadés que l'air est de plus en plus pollué. Alors qu'il n'y a plus de pollution. On a dépollué les voitures, on a dépollué les chauffages, on a dépollué les usines. Et regardez la façade, si on avait besoin, la façade de Notre-Dame, l'arrière de Notre-Dame a brûlé, mais pas l'avant. Elle est toujours blanche, et ça fait 25 ans qu'elle n'a pas été nettoyée. Il n'y a plus de pollution de l'air. Oui, vous avez écrit ça, provocateur. C'est pas provocateur. Chacun peut constater en sortant dans n'importe quelle ville de France et d'Occident que les façades restent propres. Alors que vous prenez les vieilles photos, tout était noir. Donc c'est pas une invention, c'est simplement la preuve qu'on réussit à supprimer la pollution quand on le veut, et bien entendu, là où il y en a encore, il faut le faire. Et c'est Christian Girondeau dit vrai, voilà, c'est une vraie note d'optimisme. Il faut, voilà, on pense que, en tout cas, je peux vous assurer que la planète ne brûlera pas la semaine prochaine. Ça, on en est sûr. Merci Christian Girondeau d'avoir été avec nous. Merci André Berkoff. On vous retrouve demain pour la culture dans tous ses états avec Céline Alonso. Vous parlerez d'Albert Camus, je crois. Oui, c'est Hubert Védrine, l'ex-ministre des Affaires étrangères, qui a écrit un très beau livre sur Camus. Ouais, ça sera retrouvé à partir de 13h jusqu'à 14h. Et puis demain, c'est Alexis Poulain qui sera aux commandes de midi à 13h. À demain sur Sud Radio. Tout de suite, c'est Michel. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com.